Hey, salut Cyril, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es Salut CEO de David. Swap. Salut. Tu es CEO de Swap Finance. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et me dire ce que tu as fait avant Swap Finance pour commencer? Ouais, bah écoute, salut David, ravi d'être ici aujourd'hui. Donc moi je suis Cyril Pastour, je suis cofondateur et co-CEO de Swap. Euh, j'ai un parcours plus issu du monde traditionnel, on va dire. Alors, j'ai fait mes études à HEC, j'ai fait un master en finance là-bas. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans à peu près dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle le BCG, dans lequel j'ai passé, j'ai passé pas mal de temps auprès d'institutions financières, des banques, des asset managers, par exemple. Donc, j'ai pu voir vraiment le monde de la finance traditionnelle de l'intérieur. Euh, et puis ensuite, au bout de 4 ans, j'ai décidé que je voulais monter une boîte. Alors, je savais pas trop par où commencer à cette époque-là. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre un programme qui s'appelle Entrepreneur First, qui est un programme qui vise à permettre à des euh, personnes qui souhaitent monter des boîtes de trouver un fondateur qui soit complémentaire et puis de commencer à réfléchir à des projets. Et c'est comme ça que je vois. Alors, si je dis pas de bêtises, Entrepreneur First, l'idée c'est que pendant, je crois, 2 mois, tu es incubé, tu as un salaire, et à la fin, si ton projet est sélectionné, tu as une première enveloppe, c'est ça pour développer ton projet? Ouais, exactement. Alors moi, la façon dont je le décris, de façon un peu marrante, c'est un mix entre une école, euh, jeu de télé-réalité et une appli de rencontre. Euh, Ok. ouais. En fait, c'est un peu ce que tu dis. Le principe, c'est qu'au début, t'as à peu près 50 personnes qui sont mises dans ce programme, qui dure 3 mois. Euh, 50 personnes qui aspirent à monter des boîtes, 25 profils plutôt tech et 25 profils plutôt business. Le pain qu'eux, ils essaient de résoudre, c'est que souvent, quand tu veux monter une boîte, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est complémentaire de toi, parce que ton réseau, il va plutôt être euh, au sein de tes compétences, quoi. Euh, donc, le principe, c'est que eux, ils font un peu des cours d'entrepreneurship 101, et pendant les 3 mois que dure la première phase du programme, euh, en fait, l'idée, c'est de commencer à travailler avec des gens, de bosser sur des idées, et dès qu'on a l'impression d'être dans une impasse, enfin, de tester en fait la relation de travail avec la personne, et puis les possibilités en termes de boîtes qu'on peut créer à deux, pour lesquelles on aura des appétences et des avantages spécifiques, hein. Et puis de switcher en fait dès qu'on a l'impression que ça marche pas, quoi. Le principe, c'est vraiment on teste la relation de cofondateur, et puis dès que ça marche pas, on essaie avec d'autres personnes, hein, parce que c'est avec l'itération qu'on est capable de vraiment trouver quelqu'un qui est optimal par rapport à nos aspirations et la relation de travail. Et puis à la fin, ils décident d'investir ou pas. Donc ça, c'est la partie un peu équivalente jeu de télé-réalité, quoi. Où t'as une progression dans le programme où au fur et à mesure, bah, t'as des gens qui trouvent pas vraiment de chaussures à leurs pieds, du coup, qui partent. Et à la fin, ils décident d'investir ou pas, quoi. Et c'est un peu voilà. Ouais, ça fait un peu qui va être mon associé, là, j'imagine un peu la fin. Et Ouais, c'est c'est ça, un peu. pendant, c'est pendant Entrepreneur First que tu as eu l'idée de Swap Finance et que tu as rencontré ton CTO ou c'est arrivé par la suite Alors effectivement, j'ai rencontré David à Entrepreneur First. Euh, et en fait, la particularité, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble après le programme. Mais oui, on s'est rencontrés là-bas. Ok. Et d'ailleurs, comment tu as eu l'idée de Swap? Alors, même avant de te demander comment tu as eu l'idée de Swap Finance, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Swap Finance? Sachant qu'on reviendra après dans les détails plus tard dans l'épisode. L'idée là, c'est vraiment d'avoir une première partie plus sur le parcours, comment tu as été amené à créer ce protocole. Et, euh, et après, on ira plus en détail plus tard. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, notre conviction chez Swap, c'est que la DeFi est le futur de l'infrastructure du système financier. Je pense que c'est une infrastructure qui est plus résiliente, plus efficiente, plus sécure, et aussi plus juste. Et du coup, on pense qu'à terme, ça va devenir l'infrastructure sur laquelle repose le système financier. Et nous, du coup, on fait une brique de cette infrastructure, qui est ce qu'on appelle du market making. Qu'est-ce que c'est que le market making?
l'exemple le plus simple que tout le monde connaît, c'est quand on va à l'aéroport pour aller dans un pays étranger et qu'on change des devises. En fait, un market maker va apporter de la liquidité sur un marché. Il va permettre aux gens d'échanger à un prix qui est proche du marché un actif financier contre un autre, à tout moment et dans les quantités qu'on veut, et immédiatement. L'alternative, s'il n'y avait pas de market maker, ce serait d'essayer de trouver un Américain qui en même temps part en France, qui veut la même quantité d'euros que toi tu veux de dollars, et qui est d'accord avec toi sur le prix. Donc c'est compliqué. Et donc du coup, le market maker, il agit comme un intermédiaire qui permet de faciliter tous ces échanges. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple qui est très basique, qui est l'exemple vraiment que tu peux expérimenter dans le monde physique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le market making, il y en a sur tous les marchés financiers. Dès qu'un actif est liquide, on a besoin de market making. Et en fait, la façon dont ça s'opère sur un marché financier, c'est via des algorithmes et des infrastructures de trading à très haute fréquence, en fait, qui permettent justement d'assurer cette liquidité sur le marché. Donc un market maker, concrètement, ça ressemble plutôt à un fonds qui a des algorithmes très poussés en mathématiques et qui possède également une infrastructure très complexe et aussi de la liquidité, parce qu'il faut pouvoir un inventaire pour pouvoir permettre aux gens d'échanger des actifs. Donc voilà, ça c'est un market maker. Nous, du coup, ce qu'on fait chez Swap, c'est un market maker qui est DeFi native. En fait, le problème qu'on a vu et qui a été pas mal illustré en 2022 dans le monde des cryptos, c'est que aujourd'hui, en fait, il y a deux types d'acteurs dans le market making. Il y a des acteurs dits centralisés. Alors, ça peut être Jump Trading, mais aussi Alameda, qui était le market maker de FTX. Également Three Hours Capital, qui est un fonds qui s'est effondré l'année dernière et qui a entraîné un effet de contagion dans l'écosystème. Et puis Madoff aussi était un market maker à la base, dans le monde traditionnel. De l'autre côté, il y a des acteurs dits décentralisés, les automated market makers, et là les noms c'est plutôt Uniswap, Balancer, par exemple, ou Curve encore, par exemple aussi. Node, donc le problème des acteurs centralisés, en fait, c'est que donc ce sont des fonds à la fin qui opèrent des stratégies. Ces fonds, en fait, ils sont pas accessibles à n'importe qui. C'est-à-dire que n'importe qui peut pas bénéficier de ces stratégies de market making, qui sont des stratégies de rendement, en fait, pour des investisseurs. Parce que c'est des fonds privés. Si on veut pouvoir bénéficier de ces stratégies, il faut pouvoir avoir un capital assez important, être bien connecté avec ces acteurs. Le deuxième problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont pas transparents sur leur stratégie. On ne peut pas auditer leur stratégie. Et ça, c'est un problème parce que du coup, on ne sait pas ce qu'ils font en dessous. Et s'ils se régulent pas et qu'ils manquent d'éthique, du coup, il peut se passer des catastrophes assez importantes. Ou alors, ils peuvent prendre beaucoup plus de risques que ce qu'ils communiquent à leur LP. Ce qui peut après entraîner des effets de contagion dans l'écosystème. LP, on parle de limited partners, qui sont les investisseurs dans un fonds. Ouais, alors à la fois limited partner ou liquidity providers, quoi. Oui, Ça ouais, marche si un on peu parle de pour les DeFi, deux. oui, pardon. Oui, ça parle de DeFi. Mais ça, bon, à la fin, c'est la même chose, concrètement. Mais oui, effectivement. Donc, c'est les gens qui donnent de la liquidité en espérant avoir un rendement, qu'elle soit opérée par un tiers. Et en fait, gros, donc voilà, premier problème, manque d'accessibilité. Deuxième problème, manque de transparence, ce qui du coup peut conduire à des situations de type Alameda, qui utilisait les fonds de FTX, qui est des utilisateurs de FTX au passage. Madoff, qui en fait disait qu'il faisait du 12% par an sur ses stratégies, mais en fait les 12% ils étaient pris sur les nouveaux entrants, les nouveaux LP qui déposaient des fonds. Enfin voilà, ou alors Three Hours Capital qui empruntait de l'argent sans dire que en fait il prenait du leverage sur du Luna, quoi. Enfin voilà, ça c'est un autre problème. Le troisième problème, c'est un problème qui s'appelle de custody en fait. Les market makers, quand tu LP chez eux, ils détiennent tes fonds et du coup, s'il y a un problème qui leur arrive, tu peux pas forcément retrouver tes fonds. Donc un bon exemple de ça, c'est encore Alameda, qui en fait était le market maker de certains projets crypto
qui du coup avaient prêté des tokens à Alameda pour qu'ils puissent avoir dans leur inventaire ces tokens-là et faire le market making. Comme Alameda maintenant est sur le coup d'un Chapter 11, la procédure de faillite aux États-Unis, tous leurs actifs ont été saisis et ces projets ne peuvent pas récupérer leurs tokens pour l'instant. Et la procédure va mettre plusieurs années. Donc, c'est aussi un autre problème. Et après, le dernier problème, alors c'est plus un manque d'opportunité, c'est qu'en fait, une des caractéristiques géniales de la DeFi, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, la composabilité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la DeFi, c'est un peu comme un jeu de Lego géant. C'est plein de petites briques de services financiers qu'on peut modeler ensemble pour faire des produits qui répondent à nos besoins et qui sont intéressants et qui du coup maximisent ce qu'on appelle l'efficience du capital. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais ça a des vraies vertus. En fait, le problème des market makers aujourd'hui, c'est que du coup le capital, il peut pas être utilisé dans la DeFi de façon composable. Il reste coincé entre guillemets chez ces market makers. Donc ça, c'est pour les market makers centralisés. Après, les autres acteurs, ce sont ce qu'on appelle les automated market makers. Donc, ils sont en fait des acteurs qui sont des protocoles, pardon, qui sont déployés sur la blockchain et qui permettent de faire du market making complètement sur la blockchain. Donc, c'est des infrastructures de market making sur la blockchain. Concrètement, comment ça se passe? En fait, le principe, c'est qu'il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les gens qui veulent trader, donc ils se connectent à la plateforme et qui peuvent, échanger des Ethers contre des USDC, par exemple. Et ce qui leur permet d'échanger ces Ethers et ces USDC, c'est ce qu'on appelle des pools de liquidité, qui sont en fait des smart contracts dans lesquels les gens peuvent déposer, les LP, peuvent déposer la liquidité pour qu'elle permette aux autres personnes d'échanger. Donc l'idée, c'est que à chaque fois qu'un trader va faire un swap, il va payer une commission, et cette commission, elle va être reversée aux liquidity providers qui sont dans la pool. Alors cette approche, elle est super parce qu'en fait, elle résout tous les problèmes que j'ai évoqués juste avant. C'est-à-dire que ces liquidity pools, elles sont accessibles à n'importe qui. C'est-à-dire que n'importe qui peut bénéficier, à partir de n'importe quel montant, de ces stratégies de market making. Le deuxième avantage, c'est que c'est complètement transparent. On voit tout ce qui se passe sur la blockchain, et du coup, on est capable d'auditer, de savoir comment le yield a été produit. Il n'y a pas de risques qui sont liés de type Travis Capital ou les autres acteurs que j'ai cités, ou Madoff. La troisième chose qui est géniale, c'est que c'est non-custodial. C'est-à-dire que quand vous déposez des fonds dans un AMM, il n'y a que vous qui avez accès. Le protocole ne pourra jamais récupérer vos fonds. Le régulateur, s'il y a une procédure judiciaire ou quelque chose comme ça, ne pourra pas non plus avoir accès à vos fonds. C'est vraiment votre clé privée qui permet d'avoir accès à ces fonds-là et que vous pouvez du coup retirer à tout moment. Le seul événement où on pourrait toucher à vos fonds, c'est dans le cadre d'un hack du protocole, qui reste quand même un problème en DeFi, mais qui a vocation à se résoudre au fur et à mesure du temps que les hacks sont trouvés et que les procédures de sécurité s'améliorent. Le dernier avantage, c'est l'interopérabilité. En fait, les positions que vous avez dans un AMM, elles peuvent être du coup utilisées dans d'autres protocoles DeFi. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous déposez la liquidité dans un AMM, après vous allez recevoir en échange ce qu'on appelle un LP token. C'est un peu comme une action, ça représente en fait la liquidité que vous avez dans ce protocole. Cette position, elle peut être évaluée à tout moment, et du coup, en fonction des intégrations du protocole, elle peut être utilisée dans d'autres protocoles DeFi. Par exemple, on peut l'utiliser pour prendre un prêt collatéralisé contre le LP token, parce que ce LP token, il a une valeur qui est auditable et claire. Le gros problème des AMM qu'ils introduisent, c'est qu'en fait, les stratégies, en moyenne, elles sont pas profitables pour les liquidity providers. En fait, quand on regarde leur profil, elles ressemblent plus à des stratégies de casino que à des stratégies d'investissement. Elles ont un rendement en moyenne un rendement net qui est négatif, avec une variabilité du rendement qui est très élevée. Donc en fait, dit autrement, quand vous êtes LP dans un AMM, vous avez des chances assez importantes d'avoir beaucoup de rendement,
et de gagner beaucoup d'argent, mais vous avez encore plus de chances d'en perdre. Donc c'est un peu comme si vous jouiez à la roulette. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on parle d'impermanent loss, effectivement. Exactement, exactement. En fait, euh, enfin, et là, je pense qu'il y a sans doute un effort à faire au sein de l'industrie sur la façon dont on communiquait les performances sur ces protocoles. Et en fait, quand vous êtes LP dans un AMM, ce qu'on va vous communiquer, c'est ce qu'on appelle une trading APY. Donc, APY, ça veut dire Annual Percentage Yield, euh, qui est en fait le rendement des frais, enfin la quantité de frais qui sont récoltés grâce au swap, divisé par la liquidité. Le problème, c'est que ce rendement, il ne prend pas en compte l'évolution des prix des tokens. Et en fait, en gros, à chaque fois qu'il y a un trade, la pool, elle va changer de composition. Sauf que c'est pas toujours à l'avantage. En fait, un trade n'est pas toujours à l'avantage d'un liquidity provider. Parce que parfois, il y a juste des personnes qui vont regarder les prix sur un autre échange et qui vont voir que, par exemple, sur Uniswap, c'est moins cher. Ils vont faire ce qu'on appelle de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'ils vont acheter moins cher sur Uniswap pour revendre après plus cher sur Binance. Ce qui fait que, en fait, au total, même s'ils ont payé des frais, les LP ont perdu de l'argent dans la transaction. Et donc ce phénomène, en fait, je l'écris souvent comme impermanent loss. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour savoir combien vous avez gagné vraiment sur un AMM, il ne faut pas prendre le rendement qui est effectif sur la plateforme, qui est la trading APY. Il faut faire le trading APY moins l'impermanent loss. Et en fait, il y a de nombreuses études, une qu'on a fait chez Swap, on sait que bien ce ratio était négatif, malheureusement, avec une variabilité qui est très forte. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on peut gagner de l'argent sur certaines périodes. C'est plus qu'en moyenne, ça tend vers des pertes, quoi, globalement. Et j'ai l'impression d'ailleurs que les seuls pools effectivement qui sont fiables au niveau de l'APY, c'est les pools en stablecoin finalement. Exactement. En fait, alors, ce que je disais, ça s'applique aux pools qui sont dites avec des assets non corrélés. Donc, c'est par exemple une pool où on a de l'USDC et de l'Ether, ou je sais pas, pour les plus degen, je sais pas, du Dogecoin avec, avec de l'Ether ou des choses comme ça, quoi. Euh, ça ne s'applique pas sur les pools stablecoin to stablecoin, qui sont en fait des pools sur lesquels il y a assez peu de variation de prix, donc il y a plus ce phénomène d'impermanent loss. Donc effectivement, c'est plus fiable sur les pools de stable, à condition que le stable reste stable, hein, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et ça arrive voilà, même au meilleur stablecoin. On l'a vu avec l'USDC pendant la crise de Signature Bank, Ouais. etc., qui est descendu à 90 centimes pendant plusieurs jours. Donc, ouais. Ouais, exactement. Euh, donc nous, en fait, ce qu'on veut faire chez Swap, c'est en fait, c'est réunir un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des acteurs qui sont performants, mais qui sont opaques, qui sont pas accessibles à tous et qui sont pas résilients en fait en cas de crise et qui maximisent pas les opportunités qu'offre la DeFi. Et de l'autre côté, des acteurs qui solvent tout ça, mais qui n'arrivent pas à délivrer des performances consistantes à leur liquidity provider. Et nous, du coup, ce qu'on veut faire, ce qu'on fait, c'est une infrastructure qui est transparente, qui est ouverte, qui est non custodial et qui est interopérable, mais avec des performances dignes des acteurs centralisés. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, ouais, c'est donc du market making, mais avec effectivement la partie visibilité, c'est-à-dire qu'on sait comment les fonds, on a la visibilité sur comment les fonds sont alloués pour apporter la liquidité aux différentes paires sur les différents DEX, les différents exchanges décentralisés. Alors nous, on est un DEX, en fait. Tu peux trader Ouais, directement chez Swap. Enfin, nous, en fait, on a notre infrastructure de pool. On est comme un AMM, vraiment. ouais, C'est c'est un juste DEX. que, c'est juste que notre... donc, la liquidité, si tu veux, elle est... en fait, tu peux observer euh, enfin, des pools de liquidité, du coup. Ces pools de liquidité, elles font des trades. Et du coup, tu peux regarder chacun des trades. Et du coup, ça te permet de voir quel est le rendement exact, quelle est la variabilité de ce rendement, quel est le risque qui est pris, etc. C'est très facile d'auditer la stratégie, son niveau de rendement, son niveau de risque, grâce à toute la donnée qui est on-chain. Et d'ailleurs, enfin, vous, votre stratégie, c'est d'être vraiment un DEX à part entière ou aussi de permettre aux autres DEX de se connecter à votre DEX pour justement utiliser un peu, participer, enfin,
utiliser ces bonnes pratiques en fait? Alors, nous, en fait, notre vision, c'est que le marché il va se structurer en deux types d'acteurs. Ce qu'on appelle les aggregation layers, enfin les couches d'agrégation, et les couches d'opération de la liquidité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre business, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les gens qui sont là pour trader, donc qui veulent échanger un actif contre un autre. Et après, il y a les gens qui sont là pour faire du rendement sur leur liquidité et qui ont envie de l'appétence pour ces produits de market making pour pouvoir faire du rendement. Nous, on pense qu'en fait, il y aura un produit pour chacun de ces users. Euh, L'exemple et nous, on vise plutôt à être un produit d'opération de la liquidité. Les produits qui sont plutôt des layers d'agrégation, il y a des produits comme OneInch, comme Paraswap. D'une manière générale, Uniswap est en train d'évoluer de plus en plus vers une layer d'agrégation également. Qui n'est pas exclu qu'à un moment, en fonction des évolutions du protocole d'Uniswap, en fait, Swap puisse être directement intégré sur Uniswap. Comment ça fonctionne ces layers d'agrégation? En fait, le principe, c'est que sur OneInch, par exemple, ou sur Paraswap, en fait, ils vont regarder sur tous les différents AMM, tous les différents DEX, quels sont les prix. Et dès qu'un user veut trader, il paiera le prix qui est le plus avantageux pour lui. Et nous, on pense que pour un user, ça fait plus de sens d'aller sur une layer d'agrégation pour un trader. En plus, ça permet de se concentrer sur le fait de construire les meilleures features pour ses users, ce qu'ils veulent, et de mettre toutes les ressources là-dessus. Pour un liquidity provider, ça fait pas de sens de toujours être le moins cher en fait sur un trade. Parce qu'il y a des trades que tu as envie de prendre, parce qu'ils sont avantageux pour le LP, et que du coup ils permettent aussi aux traders de trader de façon efficace. Mais il y a des trades qu'il ne faut pas prendre parce qu'ils sont trop risqués. Et donc du coup, nous, notre vision, c'est plutôt d'être les meilleurs pour opérer de la liquidité on-chain sur le market making. Et on investit énormément dans la recherche. On pourra y revenir. Et à l'inverse, notre impression, c'est qu'il y a d'autres acteurs, comme Uniswap, comme Paraswap, comme OneInch, qui ont plutôt vocation à être interface avec les trades. Je sais pas si je suis... Ouais, c'est très clair. Vous, limite, vous êtes plus une infrastructure. En tant que particulier, j'ai tout intérêt à aller sur un Uniswap, un Paraswap, OneInch, parce que j'aurai le prix le moins cher. Mais si je suis un acteur, on va dire, plus instit ou un protocole, plus intérêt à aller sur Swap Finance, parce que j'aurai vraiment une visibilité sur les vrais frais quand je vais notamment déposer la liquidité, en fait. Sur vraiment, est-ce que je vais gagner. Tu vas pas aller sur ces acteurs pour les mêmes raisons. Sur OneInch et sur Paraswap, tu peux pas déposer ta liquidité pour faire du rendement. Tu vas trader. Tu vas échanger un Ether contre, je sais pas, tu veux vendre un Ether, tu le vends contre de l'USDC. Et d'ailleurs, potentiellement, si tu trades sur ces acteurs-là, tu vas être redirigé vers le pool swap, si on est le moins cher à ce moment-là. En revanche, si tu as envie de faire du rendement sur ta liquidité, donc plus comme un placement financier, là, tu vas déposer ta liquidité chez Swap. Parce qu'on sera meilleur qu'un Uniswap pour pouvoir faire du rendement en prenant compte des risques. Et comment vous avez eu l'idée de créer Swap Finance? Donc, est-ce que c'est l'idée que tu as eue de base à Entrepreneur First ou c'est venu après? Tu avais une connaissance de ce marché-là? Alors, en fait, c'est David qui avait commencé à bosser un peu dessus, mon associé qui a commencé à bosser dessus tout seul. Le constat, c'était de se dire qu'il y avait cette nouvelle forme de trading et puis de market making qui existait on-chain. L'avènement de la DeFi comme un marché, comme une nouvelle alternative en termes d'infrastructure pour le système financier avec plein d'avantages. En revanche, en fait, si tu veux, tout le sujet de l'impermanent loss qu'on observe sur les AMM, c'est un sujet qui n'existe pas en finance traditionnelle. Et il n'y a pas de raison fondamentale que ça doive exister en finance décentralisée. Et donc, du coup, toute l'idée derrière... le constat duquel on est parti, c'est de se dire que font les personnes en finance traditionnelle pour éviter ce phénomène et pour pouvoir proposer à leur LP des stratégies qui soient passives et profitables. Et c'est comme ça qu'on a voulu attaquer ce problème, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent entre ce qui se passait en DeFi et ce qui se passait en finance traditionnelle, et que aussi ça allait être important de pouvoir l'adresser pour faire en sorte que la DeFi puisse
remplacer le système financier à terme, enfin, remplacer son infrastructure à terme. Euh, et après, enfin moi, ce qui m'a attiré plus particulièrement en DeFi, c'est que voilà, j'ai toujours adoré la finance. Euh, ce qui m'a laissé un peu sur la fin en finance, sur ma fin en finance, c'était deux choses. La première chose, c'est un peu les rigidités d'innovation. Enfin, c'est un marché qui est quand même très cadenassé, avec beaucoup de rigidités réglementaires, des acteurs très établis. Donc, une difficulté assez importante à innover dans ce secteur. Et la deuxième, c'est, je trouve, la culture globalement qui est très hiérarchique. Euh, enfin, voilà, qui n'était pas forcément celle avec laquelle j'avais le plus d'affinité. Et en DeFi, j'ai l'impression que c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est un espèce de... enfin, c'est, il y a tout à faire. C'est un bac à sable dans lequel on construit tout de zéro. Donc les opportunités en termes d'innovation et de réinvention de ce qui est possible sont géniales. Et puis le tout avec une culture crypto enfin, que moi je trouve assez intéressante. Et quand vous avez eu l'idée, enfin, c'est vrai que c'est une idée qui est assez technique. Voilà, tester comment ça s'est passé. J'imagine qu'il a fallu développer une V1. Ça a enfin, comment vous avez réussi à structurer le produit dès le départ? Est-ce que vous avez déjà un premier utilisateur ou des promesses ouais, de LP, de gens qui voulaient investir, enfin placer la liquidité avec un tel protocole? Alors la façon dont on l'a fait, c'est alors enfin, les cycles de développement en DeFi, enfin sur les protocoles, sont à la fois assez courts et assez longs. Euh, En fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'en général, on commence par établir la théorie derrière une idée. Donc nous, c'est quand même assez mathématique tout ce qu'on fait. Donc on a release un premier white paper à peu près 3-4 mois après avoir commencé à bosser dessus, qui décrivait un peu la solution. Ça nous a permis d'avoir des feedbacks, de lancer les développements. Euh, Ensuite, on a développé les smart contracts. On s'est basé sur un truc qui est génial en crypto, enfin en DeFi, c'est que la plupart des protocoles sont open source. Donc, en fait, tu peux bâtir sur ce qu'ont déjà bâti d'autres protocoles pour aller plus vite et puis accélérer et faire quelque chose de mieux sur lequel tu peux rajouter tes propres modules. Donc, nous, on se base sur l'infrastructure de Balancer, qui est un autre AMM, qui est très généralisable et du coup qui permet en fait qui est assez facile à customiser pour un protocole de market making. On a commencé, donc ensuite on a donc, en parallèle, on a commencé sur les aspects BD, ça crée une communauté, effectivement, essayer d'identifier des personnes qui pourraient être intéressées pour être LP, etc. On a aussi fait des simulations pour essayer de comprendre quel serait enfin, notre rendement attendu, comprendre comment ça pourrait se comporter, et stress tester le protocole. C'est après avoir, enfin, après que David ait commencé à bosser sur le sujet en juin 2022. Donc on a une pool Bitcoin, Ether, USDC qui est live sur Polygon depuis 1 an maintenant. Et, donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis après, de fil en aiguille, après avoir été live, on a commencé à avoir des intégrations. La liquidité a augmenté petit à petit. Voilà. Ça s'est fait un peu de fil en aiguille. Là, on va release la V2 de notre protocole dans 1 mois, qui bâtit sur les enseignements de la V1, les feedbacks qu'on a pu avoir de nos users, et puis nous, notre compréhension de ce qu'on pouvait améliorer dans le protocole. Ok, on reviendra après sur la V2. Moi, je trouve ça hyper intéressant quand tu démarres un protocole from scratch, à partir de, enfin voilà, quand tu le lances, comment tu arrives à gagner la confiance d'utilisateurs qui vont déposer les premiers dollars ou les premiers Ethers, enfin les premiers actifs? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un côté qui est manager le risque, et il y a un côté qui est enfin, la propension qu'ont les gens à essayer des choses en crypto. En fait, sur la partie manager le risque, nous, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on avait les simulations qui permettaient quand même euh, voilà, de montrer les premières assurances sur le protocole.
Alors, ensuite, la deuxième chose, c'est on a fait des audits avec des différentes boîtes qui sont spécialisées dans le domaine, donc notamment Chain Security et Runtime Verification pour la V1. Ces audits de sécurité, ils sont clés en DeFi. Il faut faire très attention quand vous êtes utilisateur de la DeFi à toujours vérifier les audits et aussi, enfin, tous les providers ne se valent pas. Donc, il faut vraiment les noms des auditeurs et enfin, voilà. Je vais pas citer des noms, mais il y a certaines, enfin, notamment un bon truc, c'est de regarder le dashboard de Rect pour voir voilà, les entreprises qui ont été impliquées d'audit, qui ont été impliquées dans pas mal de hacks. C'est important de regarder qui a audité le smart contract. Donc ça permet de créer de la confiance. Et après, enfin, tout se fait pas en un jour. C'est progressif, quoi. C'est-à-dire que le protocole est live pendant quelques semaines, quelques mois, et au fur et à mesure, bah, on voit que c'est résilient, que ça fonctionne, et ça donne de la confiance aux personnes pour ajouter de la liquidité. Et d'ailleurs, enfin, c'est quoi l'audience, on va dire la cible qui utilise ton protocole dès le départ? Est-ce que c'est plutôt des traders particuliers un peu dégènes ou ça peut être aussi des boîtes qui veulent, enfin, je sais pas, des hedge funds qui veulent un peu optimiser leur trésorerie Alors, donc nous, c'est pas, enfin, nos principaux utilisateurs, c'est pas des traders, hein, c'est des LP, vraiment. Ouais, ouais. C'est des gens qui fournissent de la liquidité pour espérer un rendement. Euh, donc, gros, vraiment, la cible qu'on vise aujourd'hui, c'est plutôt les gens qui utilisent déjà la DeFi. Euh, sur la V1, en fait, ce qu'on a développé comme produit, c'est un produit qui était vraiment axé sur la limitation du risque. Et notamment la limitation de l'impermanent loss. Et donc, notre pool de Bitcoin, Ether, USDC, pour ceux qui situent un peu on a eu 0,1% d'impermanent loss sur l'année, contre en général de l'ordre de 15% pour Uniswap. Le corollaire de ça, c'est que c'est une stratégie qui est dite low risk, low return. C'est-à-dire que c'est des modèles qui prennent assez peu de risques, donc du coup, voilà, qui ont des rendements qui sont plus faibles du coup. Euh, donc, euh, les personnes qu'on vise, c'est plutôt des gens qui sont actifs dans la DeFi, qui utilisent déjà des stratégies DeFi, qui veulent faire du yield de façon complètement passive. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de monitorer leur stratégie, de regarder comment évoluent les prix, etc. Avec notre protocole, voilà, il y a très peu de risques liés à ça. Euh, Au sein de ces utilisateurs de la DeFi, il y a plusieurs catégories. Euh, Il y a, euh, il y a tout ce qui est particulier, des gens comme toi et moi. Et il y a une catégorie que j'appellerais instit DeFi, même si le mot instit, il est très... enfin voilà, faut vite le dire, quoi. C'est plutôt, je dirais, tout ce qui est ce qu'on appelle des whales, par exemple, ou alors des fonds type Family Office, ou des fonds qui sont spécialisés dans les stratégies DeFi, qui du coup vont chercher du rendement et qui sont plus professionnalisés. Euh, et après, la troisième catégorie, c'est tout ce qui est les protocoles, les DAO. Donc ces DAO, en fait, elles ont deux choses. Elles ont un token sur lequel elles peuvent avoir envie d'accroître la liquidité. Et elles ont aussi un trésor, enfin un treasury, une trésorerie qu'elles peuvent chercher aussi à optimiser via des stratégies DeFi. Voilà. Et aujourd'hui, donc sur la V1, on est plutôt concentré sur tout ce qui est retail et un peu instit crypto, DeFi. Sur la V2, on va étendre en fait au DAO. On va avoir des partenariats assez intéressants qui vont arriver. Et puis en fait, ce qu'on fait aussi sur la V2, c'est que on a amélioré nos modèles. Alors, c'est le fruit de 1 an et demi de recherche avec des mathématiciens, des chercheurs en market making avec qui on travaille, qui sont issus du monde de la finance traditionnelle. Et en fait, on va pouvoir proposer plusieurs produits d'investissement qui ont des caractéristiques de ratio risk-return qui sont différentes. Donc en fait, on va être capable dans la V2 de proposer des produits qui sont un peu plus agressifs que ceux de la V1, mais qui permettent d'offrir des perspectives de rendement plus attractives. Ok. Et ça sera d'ailleurs sur quel type d'asset toujours tu parlais de USDC, du wrap BTC, de l'ETH ou d'autres choses aussi. Alors, enfin, sur la V2, on a aussi changé notre infrastructure.
la raison pour laquelle on était sur Polygon et on était limité à ces 3 assets sur la V1, c'est que, en fait, on avait besoin avec la V1 d'avoir des oracles très rapides, euh, des flux de données qui nous donnent les prix sur d'autres échanges des assets sur lesquels on market make de façon très rapide. Et ça, c'est possible uniquement sur Polygon et sur des actifs très liquides. Sur la V2, on a changé notre infrastructure pour avoir une infrastructure plus modulaire. Et ça va nous permettre d'aller sur d'autres chaînes. Et ça va nous permettre également d'aller sur... d'avoir plus de token. Ok. Il n'y aura pas de ticket métier pour appeler du shitcoin, quoi. On va rester sur des actifs quand même assez établis, mais pour aller plus loin que ce qu'on traite aujourd'hui. Ok. Et pour venir du coup sur la création, donc David, lui, c'est donc ton CTO, il a créé la première version tout seul ou vous aviez une équipe dès le départ? D'ailleurs, j'ai vu, vous aviez levé des fonds, hein, vous avez levé 4,5 millions, je crois, d'euros il y a quelques semaines. Donc j'imagine que c'est pour recruter une team, mais j'imagine que vous avez quand même une team en interne. Est-ce que vous y avez déjà eu une levée de fonds avant? Comment vous êtes financé au tout début? Euh, ouais, bah alors en fait, on a fait. Alors David, donc on est tous les deux co-CEO. David, enfin, en gros, en fait, notre financement, il s'est fait en plusieurs parties. Fait 4 millions de dollars, 4 millions et demi de dollars, effectivement, euh, il y a quelques mois. On avait débloqué une petite partie au début, ce qui nous a permis d'avoir une team dès le début euh, pour délivrer la V1. Pour délivrer la V1, on était une équipe de côté technique, 3 personnes, quoi. C'est étoffé depuis, soit avec des personnes internes, et puis aussi avec les chercheurs avec qui on travaille, qui nous ont permis de vraiment approfondir les modèles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, dans notre protocole, il y a plusieurs briques techniques qui sont assez importantes. En fait, on a une partie maths, vraiment purement de mathématiques, de comment est-ce qu'on price les actifs, qui est vraiment, enfin, qui sont tous les algorithmes. Donc ça, c'est fait avec nos chercheurs. On a aussi quelqu'un dans l'équipe qui est chargé de tout ce qui est calibration des modèles, qui va regarder les paramètres optimaux à implémenter. Ensuite, on a toute une partie qui est plus la partie smart contract. Donc ça, c'est tout ce qui est le code qui est déployé sur la blockchain. Et après, on a une partie aussi qui est plus front-end, qui est plus l'application Swap, avec laquelle les utilisateurs vont pouvoir interagir. Donc en fait, on a quand même pas mal de briques dans le protocole. Ok. Et pour venir aussi sur l'organisation, est-ce qu'il y en a qui sont des contributeurs un peu bénévoles, comme ça peut être le cas parfois dans des DAO, où c'est vraiment toute la team est rémunérée de façon classique? Alors, enfin, là, pour le coup, ouais, la team est plutôt rémunérée de façon classique. Ouais. Aussi une communauté chez Swap voilà, qui est active, qui nous donne des feedbacks sur le produit, qui aussi participe à permettre de rendre de plus en plus visible le protocole. Mais à ce stade, les contributeurs, ils sont intégrés au sein de la société. Ok. Et d'ailleurs, tu parlais de co-CEO, c'est assez, bon, c'est assez répandu, mais c'est intéressant. Comment vous partagez les tâches, sachant qu'en plus ton associé David, lui, il est plus technique, donc j'imagine que vous vous complétez bien. Pourquoi lui n'est pas resté CTO? Bah, enfin, ça, c'était plus enfin, en gros, nous, notre ambition, c'est de décentraliser. Donc, du coup, on considère qu'il n'y a pas tellement de rationnel à avoir, enfin, voilà, un CEO centralisé Hmm. qui décide de tout, etc. Donc, c'était plus ça c'était plus ça le rationnel, quoi. Ok. Mais en tout cas, voilà, vous êtes tous les deux dans l'opérationnel, peut-être avec des tâches un peu différentes, mais voilà, vous complétez. Et l'idée, c'est que vous soyez un peu égaux sur la prise de décision, j'imagine. Exactement. Exactement. Oh, ça marche. Et enfin, un peu une rétrospective de Swap jusqu'à maintenant, ça a été quoi les victoires que vous avez connues d'un côté et aussi les erreurs que vous avez commises de l'autre, les échecs que vous avez rencontrés? Vaste question. J'imagine. Écoute, bah, des victoires, il y en a eu pas mal. Enfin, et des erreurs, il y en a eu beaucoup aussi, ouais, évidemment. Ouais. Je dirais peut-être alors, en termes de victoire,
enfin, je pense il y a plusieurs choses. Tu vois, déjà rien que d'avoir réussi à bâtir notre team, notre communauté. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on a une assise qui est très forte, d'avoir su avoir la confiance de nos investisseurs. Euh, Peut-être qu'on ait pu c'est un produit plus rapidement aussi, je pense, que d'autres teams. On voit sur le marché, dans notre secteur, il y avait d'autres équipes qui ont commencé à peu près en même temps que nous et qui sont en train de release leur V1, alors que nous, on est déjà à notre V2 et on pense vraiment que cette rapidité d'itération, c'est super pour pouvoir avancer et délivrer un produit qui est meilleur à la fin. Euh, je pense que voilà, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Je pense aussi, nous, on est né pendant le bull run. Donc c'était une époque qui était assez particulière quand même, euh, où, euh, où les gens pensaient vraiment très court terme. Il y avait on parlait à chaque fois du dernier mécanisme de tokenomics qui en fait était assez ponziesque. Enfin, bref. Et du coup, il y avait beaucoup de bruit. Et je pense qu'on a pu bien faire, c'est résister à ce bruit et construire des choses qui sont plus long terme et qui du coup aujourd'hui nous servent. Euh, D'être assez rigoureux là-dessus, je pense que ça a été un avantage. Ce qu'on a moins bien fait, je pense qu'on aurait dû plus investir dès le début sur la partie acquisition et marketing, etc. du produit. Je pense que c'est le principal chose qu'on aurait dû mieux faire. Euh, la deuxième chose, c'est comment mieux utiliser notre communauté. Je pense aussi ça, c'est un truc sur lequel on essaye de travailler, d'avancer. Euh, et puis après, je pense que le point mais je pense qui est valable pour toute startup, c'est toujours comment est-ce qu'on peut être encore plus proche des users, avoir du feedback le plus rapidement possible pour itérer de plus en plus rapidement, quoi. Et c'est intéressant d'ailleurs, comment elle se fait l'acquisition pour un tel protocole? C'est quoi les grands canaux, sans trop rentrer dans les détails, hein, mais c'est quoi? C'est plutôt du Discord, plutôt de l'Ads, plutôt de l'affiliation? C'est... Alors, ads et affiliation, pour l'instant, on l'a pas. Euh, Aujourd'hui, on a deux canaux principaux, je dirais. Enfin, on a tout ce qui est canaux de type organique. Euh, les gens qui arrivent via une communication sur Twitter, sur Discord, qui nous suivent et qui nous entendent à plusieurs moments. Tout ce qu'on peut faire en termes de PR. Euh, et après, deuxième canal d'acquisition, donc ça, deuxième canal d'acquisition, c'est plus pour pour les instits, entre guillemets. Là, c'est plus du busy, enfin, one. Ouais, Sans ok. forcément qu'on ait accès à qui a fait quoi. Parce qu'après, on n'est pas capable de relier, évidemment, et on ne souhaite pas le faire, de relier la personne avec l'ID on-chain pour savoir ce qui est fait. Hmm. Euh, mais, euh, mais voilà, à la fin, c'est quand même des relations personnelles et le fait de convaincre des gens que notre produit, il répond à leurs besoins. Et j'ai vu dans les advisors qu'il y avait des gens assez connus dans l'écosystème, hein, Julien Bouteloup, Pascal Gossier, le CEO de Ledger, Thibaut Elzière, fondateur d'Exa, Frédéric Montagnon d'Ariani. Euh, c'est quoi le soutien qu'ils vous apportent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un vrai accompagnement Ouais, on est super content de les avoir autour de nous. Je pense qu'ils ont des rôles qui sont différents en fonction de leurs affinités. Globalement, nous, on les sollicite en général sur leurs sujets, sur les sujets sur lesquels ils sont les plus pertinents. C'est vraiment super de pouvoir les avoir autour de nous. Ils sont aussi utiles pour leur réseau qui nous apporte les introductions. C'est eux qui ont aussi un peu de visibilité dans l'écosystème, donc évidemment, c'est toujours utile quand on a, si nous en font profiter. Je pense que aussi ça permet d'avoir plus de crédibilité auprès de nos LP, et c'est ça qui permet aussi de convaincre les utilisateurs d'utiliser notre produit, de le tester. Ouais, clairement. Et moi, d'ailleurs, je me demandais, vous avez des concurrents aujourd'hui qui font à peu près la même chose que vous ou vous êtes un peu les seuls là? Enfin, tu parlais de projets qui lancent leur V1, mais est-ce que tu as des noms et est-ce qu'ils sont si aboutis que vous? C'est quoi l'état de ce marché actuellement? Bah, je pense que, enfin, en fait, cette question est assez compliquée à répondre parce que globalement, nous, à la fin, ce qu'on offre, notre proposition de valeur, c'est d'offrir du yield aux gens.
Euh, Donc bah, ça, du coup, on compete avec, tu vois, enfin, ça veut dire que concrètement, pour un LP, on compete avec bah, déjà toutes les solutions qui proposent du yield on-chain, enfin, qui proposent du yield sur des AM, sur du market making, qui est la niche un peu la plus, la plus resserrée, je pense. Après, tous les gens qui proposent du yield en DeFi, donc là, tu vois, t'as des trucs genre, t'as les protocoles de lending, t'as le staking, voilà, t'as plein d'autres trucs. Euh, Après, les gens qui proposent du yield en crypto, donc là, t'es à la CeFi. ouais. Les gens qui proposent du yield en TradFi, donc les fonds, etc. Enfin, à la fin, la question que les gens se posent, c'est où est-ce que je place mon argent pour faire du rendement. Bien sûr. Donc Ouais. globalement, les concurrents, t'en as des centaines, enfin Hmm. des milliers. Après, j'imagine que ta question était plus sur au sein du market making. Euh, Voilà, avec votre proposition de valeur, la même proposition de valeur. alors, euh, il y a, enfin, il y a différentes approches, on va dire. La plupart de nos concurrents aujourd'hui, ils sont plutôt bâtis sur UniV3. Donc Uniswap Ok. V3, c'est une infrastructure, enfin c'est la version 3 d'Uniswap qui était réalisée il y a près de 2 ans, et qui est en fait une infrastructure où les liquidity providers sont très actifs. En fait, c'est eux qui opèrent eux-mêmes leur stratégie de market making. Le problème d'Uniswap V3, c'est que, et nous c'est la raison pour laquelle on a choisi de ne pas construire au-dessus d'Uniswap V3, c'est que c'est une infrastructure qui a des défauts à un niveau atomique. En fait, elle a deux défauts principaux. La première, c'est que elle, enfin, les maths qui sont utilisées par une SOC V3 ne sont pas les maths les plus adaptées pour faire du market making. Le market making, c'est un problème qui est assez vieux en finance traditionnelle, qui a été étudié depuis les années 80, le début des années 80, et sur lesquels il y a plein d'optimisations qui ont été faites. Et en fait, Uniswap V3 utilise une formule pour pricer les assets qui est extrêmement simple, qui s'appelle la formule, la Constant Product Formula, XY égale K, qu'on peut après concentrer, mais enfin, elle reste la même au niveau atomique, et ça, c'est pas optimal. Donc, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que, en fait, il y a une raison pour laquelle le délit d'initié est interdit en finance, est illégal, c'est que quand tu fais trader face à quelqu'un qui a plus d'informations que vous faites avoir. Et en fait, aujourd'hui, Uniswap n'intègre aucune information extérieure. C'est-à-dire que quand Uniswap donne le prix d'un actif, euh, il n'y a pas d'information, enfin, il ne sait pas quel est le prix sur Binance. Ce qui fait que les gens qui juste regardent le prix sur Binance peuvent aller extraire de la valeur d'Uniswap en faisant ce qu'on appelle l'arbitrage. Donc nous, ce qu'on fait chez Swap, c'est qu'on utilise les mathématiques les plus avancées issues de la finance traditionnelle qu'on a adaptées aux spécificités d'infrastructure de la DeFi. Donc ça, c'est pour le premier point. Et sur le deuxième point, on utilise en fait des flux de données qui vont nous dire en temps réel comment sont les prix sur les échanges, sur les autres échanges, pour être capable d'intégrer ces informations dans notre prix et d'éviter d'avoir ces gens qui profitent du fait que on ne soit pas informé qu'on peut trouver sur Uniswap. Et en fait, nos concurrents aujourd'hui, la plupart de nos concurrents, ils ont pas fait ce choix-là, ils ont choisi de bâtir sur Uniswap. Donc, ils héritent en fait des défauts structurels d'Uniswap V3 pour les LP. Ce qui fait que ils sont beaucoup moins efficaces quand on regarde les performances passées, quoi. C'est super intéressant. C'est-à-dire que finalement, en tant qu'utilisateur, bah en fait, effectivement, quand on fait de l'arbitrage, c'est toujours au détriment de quelqu'un, hein. C'est-à-dire que j'achète Exactement. moins cher pour vendre plus cher. Donc en fait, finalement, c'est les LP des pools Uniswap V3 qui sont la contrepartie finalement. Exactement, t'as tout compris. C'est exactement ça. Hmm. Euh, Donc ouais, ouais. ok, ça c'est hyper intéressant. Donc là, c'est une vraie, ouais, il y a une vraie proposition de valeur aussi qui est de dire voilà, vous En n'allez fait, pas, on regarde le marché avec des oracles et pas juste voilà, c'est le prix avec des œillères fermées sur en fonction de l'offre et la demande que sur la MM en fait. exactement. En fait, si tu veux, moi, l'analogie que j'utiliserais, c'est enfin, les AMM aujourd'hui traditionnels, c'est des bassines dans lesquelles il y a un énorme trou, tu vois, au milieu. Hmm. Et évidemment, si tu as plein d'eau qui rentre, enfin, tu vois, tu peux quand même faire du rendement, etc. Ou si, je sais pas, ta bassine, il se passe un truc où elle est sur un côté, ou je sais Ouais. pas, enfin, ouais, voilà. Mais bon, c'est pas le truc c'est pas le scénario le plus, enfin, d'une part, c'est pas optimal, et d'autre part, c'est pas souvent le cas, quoi, malheureusement. Donc,
en fait, l'autre raison fondamentale pour laquelle ouais, l'arbitrage est fondamentalement mauvais pour les LP, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le market making, c'est un service à la fin. C'est comme un business normal, quoi. C'est un service de donner de la liquidité à des gens qui veulent trader. Mais le problème, c'est qu'un arbitrageur, il veut pas trader. Il veut juste gagner de l'argent. Son trade, en fait, il n'apporte pas de valeur. Il ne fait pas de valeur pour l'économie ou quoi que ce soit. Un trader qui a envie de trader, bah, lui, il a un besoin et du coup, il est prêt à payer pour ce besoin via les commissions. Un arbitrageur, lui, il se cherche juste à profiter de mauvais calculs. Du coup, il apporte pas de valeur fondamentalement à l'économie. Il permet de lisser les prix, on va dire. Ouais, mais alors si tu es capable de le faire de façon plus efficace, alors oui, effectivement, Ouais. il permet de lisser les prix. Mais tu vois, si l'alternative entre, si pour lisser les prix, tu dois payer, je sais pas, $10 versus un truc gratuit, en fait, Ouais. on prend le truc gratuit, quoi. Ouais, quoi, attends, ça fait cher le, ça fait cher le lissage. Et toi, du coup, de ce que je comprends, c'est que la vision là pour votre protocole dans les prochaines années, c'est vraiment d'intégrer peut-être plus de pools, enfin plus d'assets et capter plus de liquidités. Ou est-ce que vous avez, ou j'imagine Exactement. que c'est deux priorités? Vous avez d'autres priorités aussi actuellement. Bah, nous, en fait, si tu veux, on a deux KPI globalement. C'est la liquidité qu'on a sur le protocole et le yield qu'on est capable de donner, enfin le risk adjusted yield, parce que c'est pas, enfin, je veux dire, il faut vraiment comparer des pommes avec des pommes et des carottes avec des carottes. En gros, selon le niveau de risque que tu es prêt à prendre, tu vas pas avoir le même niveau de rendement. Si tu cherches des stratégies qui sont peu risquées, bah, tu auras peu de yield. C'est normal. Si tu cherches des stratégies risquées, enfin, si tu es prêt à prendre des stratégies risquées, bah, tu auras un yield beaucoup plus important. Et ça aussi, c'est un truc, je pense, sur lequel il faut sensibiliser les utilisateurs de la crypto et de la DeFi en général. Il faut vraiment vous poser la question de quel est le risque que vous voulez prendre. Et, fois, c'est pas bon de maximiser toujours le rendement. Il faut être conscient que c'est pas forcément la prime au rendement le plus important. Il y a aussi des paramètres de risque. Et parfois, c'est mieux d'avoir un rendement qui serait peut-être un peu plus faible, avec un niveau de risque qui est beaucoup plus acceptable, plutôt qu'un truc hyper risqué. Là, des exemples plein en tête, quoi, tous. Mais il faut faire attention à ça, quoi. Il y a pas que dans l'analyse d'investissement, il n'y a pas que le rendement, il y a aussi le risque. Ok. Après, quel argument toi tu donnes au risque de défaillance du smart contract qui est un risque de hack? C'est quoi un peu après, c'est au niveau de l'audit ou ouais, aussi d'apporter des réponses? Alors, c'est un risque, clairement, ça fait partie des risques qu'il faut évaluer, hein. Enfin, Ouais. aujourd'hui, c'est un des risques majeurs en DeFi. Euh, ce qui fait ce qui permet d'évaluer un risque de smart contract, c'est plusieurs choses. C'est les processus, la crédibilité de la team, son historique, etc., l'historique du protocole, etc. Les audits de sécurité qui ont été évalués, leur nombre, la qualité des providers. Et après, c'est la durée que le smart contract, depuis combien de temps le smart contract est dans la nature et son niveau de liquidité. Il y a plus de chances que, enfin, si un smart contract il a 50K sur le dessus, c'est pas la même chose que s'il a 100 millions, quoi. C'est beaucoup plus Ouais. safe évidemment s'il a 100 millions depuis longtemps parce que ça augmente la prime à l'attaquer. Ouais, Donc, c'est clair. donc voilà, c'est comme ça qu'il faut l'évaluer, il faut le prendre en compte évidemment. Et c'est quoi enfin, j'ai l'impression que l'écosystème de finances décentralisées est quand même francophone, est quand même assez actif, hein. Il y a StakeDAO, bien sûr vous, il y a Morpho, il y a Paraswap, APWine. Comment t'expliques qu'ils performent si bien Bah, je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. En France, je pense qu'on est assez fort en finance, d'une manière générale, et en maths, et donc ça permet de bâtir sur ça. Euh, et après, j'ai l'impression que c'est un peu. Enfin, je pense que voilà, t'as ce terreau fertile qui est là, et après, il suffit qu'il y ait des personnes qui commencent à pousser l'écosystème pour que ça puisse s'amorcer. Euh, Tu vois, on parlait de Julien, je pense que Frédéric, etc. C'est des personnes qui ont fait pas mal pour pousser l'écosystème, je pense. Après, ça se communique de proche en proche. Et c'est quoi ta vision pour l'écosystème DeFi pour les prochaines années
C'est quoi pour toi un peu les prérequis nécessaires pour qu'il y ait plus de volume? Notamment là, on est en bear market. C'est vrai que les volumes ont chuté. Alors, pas que dans la DeFi, hein, même sur les plateformes centralisées. Hein, c'est de manière générale plus les échanges de crypto-monnaies qui sont vraiment un peu il y a moins de volume, simplement. Et pour que la finance traditionnelle, on va dire, s'intéresse de plus en plus à la DeFi, c'est quoi un peu les conditions nécessaires? Il y en a plusieurs. De mon point de vue, la DeFi n'est pas encore mature. Et tu vois, la vision de dire on va remplacer l'infrastructure du système financier, c'est une vision à 10 ans, c'est pas une vision à 2 ans, quoi. Euh, de mon point de vue, il y a plusieurs choses qui manquent. La première, c'est il nous faut des chaînes qui soient plus rapides et qui permettent d'avoir des coûts de transaction plus faibles. Tu peux pas opérer un système financier sur Ethereum ou même sur les Optimistic Rollup ou des choses comme ça qui sont parmi les nouvelles solutions qu'on a aujourd'hui. De ce point de vue-là, je pense que ce qui se passe autour de tout ce qui est des Zero Knowledge Rollup, qui sont une nouvelle génération de chaînes qui sont construites au-dessus d'Ethereum, je pense que tout ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que je pense que les produits financiers de la DeFi ne sont pas des produits matures aujourd'hui. Et ça, c'est un problème, c'est un pain point qu'on essaie de résoudre avec Swap. En fait, les primitives DeFi existantes, qui sont les plus gros protocoles qui existent aujourd'hui, ne sont pas des produits qui sont au même niveau en termes d'efficience du capital, de risk adjusted return, etc., que leurs équivalents en finance traditionnelle. Et ça tient à plusieurs choses. Ça tient à il faut qu'on onboard de l'expertise financière en DeFi, il faut qu'on améliore l'infra, etc. Et je pense que ça avance vite et bien, mais c'est vraiment nécessaire d'améliorer les produits. Après, il y a un troisième sujet qui est autour de l'expérience. Il y a encore des briques d'expérience qui sont pas solvées, enfin, qui sont pas résolues en DeFi. Donc il y a évidemment toute la problématique autour de la gestion des gas fees, de comment tu interagis avec la blockchain, etc. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a des avancées assez intéressantes avec tout ce qui concerne l'account abstraction, qui permet permettre qui permet à des utilisateurs de rendre les gas fees transparents pour eux, qui ne voient pas en fait qu'ils payent les gas fees. Un autre sujet qui, de mon point de vue, est clé, c'est tout ce qui concerne la custody. Je pense que la self-custody, c'est pas encore optimal pour les utilisateurs. Et il va falloir qu'on trouve des solutions pour rendre la self-custody plus user-friendly, que les gens ils perdent pas tous leurs assets s'ils perdent leurs clés, quoi. Ouais. Après, voilà. Après, il y a des choses au niveau de la sécurité. Ça, pour moi, c'est plus du temps, en fait. Il y a encore des choses qui vont casser. C'est à peu près certain. Mais au fur et à mesure, ce qui restera sera de plus en plus résilient. Et après, le dernier enabler, de mon point de vue, c'est la régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la DeFi n'est pas régulée. Donc, des institutionnels prudents, ils ne peuvent pas vraiment rentrer en DeFi. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter sur la régulation. C'est pas mon propos. Parce que en fait, la technologie aujourd'hui n'est pas assez mature. Et du coup, c'est compliqué de savoir quelles seraient des orientations qui seraient pertinentes pour pouvoir réguler cette nouvelle technologie. Mais il va falloir le faire à un moment. Et je pense que ça permettra d'avoir un cadre réglementaire qui donne confiance aux institutions TradFi. Ce sera nécessaire pour onboarder tout le monde. Carrément. Je te propose de conclure, Cyril. Une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à soit un protocole DeFi ou même un projet qui veut se lancer aujourd'hui dans la blockchain? Je dirais penser long terme. Je pense que c'est le plus important. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Web3, de mon point de vue, c'est une technologie qui a vraiment le potentiel en fait, c'est une technologie qui est très diffuse, qui révolutionne la façon de créer de la valeur. Donc, c'est assez compliqué de toujours conceptualiser ce que ça apporte concrètement, sauf sur certains use cases bien précis. Je pense que on est encore
très très early, même si on a eu plusieurs cycles, etc., de bull and bear. Et à la fin, les projets qui resteront, ce seront ceux qui bâtiront des choses vraiment long terme. Et de mon point de vue, l'orientation, enfin, faut pas réfléchir à 2 ans et à un lancement de token, il faut réfléchir à 10 ans, quoi. Et j'ai l'impression que plus on pense long terme, bah, enfin, c'est dur au début parce que il y a il y a des choses plus optimales qui peuvent être. C'est possible d'avoir un play short term. Il y a des gens qui font des plays short term en crypto et qui extraient énormément de valeur. Enfin voilà. Mais quand on voit d'ailleurs les protocoles qui réussissent sur le long terme, ils ont, enfin, qui restent là, c'est plus des protocoles qui ont fait des choix à long terme et voilà, qui apportent de la valeur de façon pérenne, quoi. Ok. Donc, Super conseil. ne pas écouter les gens qui vous disent d'intégrer le dernier mécanisme de tokenomics à la mode ou ce genre de choses. Enfin voilà, je pense que c'est important. Ouais, penser long terme. Ça marche. Merci beaucoup Cyril. Et du coup, la prochaine actualité, hein, c'est le lancement de la V2 courant juillet. Et bon courage, hein, Exactement. pour cette V2. Et merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Gary. Et puis merci à tous les éditeurs.